Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le journal de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 28 mars 2011. Et voilà à quoi ressemble désormais votre hémicycle du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Le PS donc conserve sa majorité. Le Front National n'est pas parvenu à remporter de siège. L'UMP de son côté gagne 2 places. Le détail dans ce journal, 17 jours après le séisme au Japon et la catastrophe de Fukushima, les autorités françaises restent vigilantes face au risque de contamination de l'air et de l'eau. Pour le moment, les analyses sont bonnes, mais des relevés sont effectués tous les jours. Tous les Marseillais connectés à du haut, voire du très haut débit d'ici 5 ans. Les opérateurs télécoms viennent de signer une charte en ce sens pour généraliser la fibre optique. Explication à la fin de ce journal. Et c'est encore une fois l'abstention qui a fait le plus gros score dans ces cantonales. 55,69% des électeurs du département ne se sont pas déplacés pour aller voter hier. Cette fois-ci, c'est le PS qui l'emporte en nombre de sièges devant l'UMP. Et les candidats du Front National de leur côté n'ont pas réussi à transformer l'essai lors de ce second tour. Les détails avec Julien Desvages. Les sourires et les applaudissements au QG du PS. Après un premier tour délicat, les candidats socialistes ont majoritairement été réélus. En particulier à Marseille où ils ont gagné leur duel contre les candidats du Front National. Au 5 avenue, Marie-Arlette Carlotti repasse haut la main, tout comme Michel Peset à Saint-Just et Denis Rossi à Saint-Barthélemy, tous au-dessus de 60%. Christophe Masse aux Olives a lui aussi creusé l'écart avec son adversaire. Hier soir, au Front National, on faisait d'ailleurs grise mine. Le parti de Marine Le Pen, présent au second tour dans 26 cantons sur 29, n'a pas un seul élu. À la Caplette, le duel était serré, mais Laurent Comas a été battu par Janine Ecochard, tout comme Christiane Bonjean à La Pomme, qui malgré un score honorable ne parvient pas à s'imposer face au sortant René Olmeta. Même constat pour les duels qui opposaient l'UMP au Front National. Les sortants se sont imposés. Didier Réau à Mazargues, Didier Garnier à Saint-Barthélemy et Maurice Ray à Montolivet. Quant aux 2 cantons du centre-ville perdus par la gauche au premier tour, ils sont aussi remportés par l'UMP. Marine Pustorino est élue au Camas, tout comme Solange Biaggi à Notre-Dame-du-Mont. Dans l'ensemble, les Bouches-du-Rhône ont accordé une prime aux sortants. Les élus du PS ont donc largement été reconduits. Quant à la droite, avec Aubagne, La Ciotat, Marignane et Tarascon, elle conserve 4 cantons dans les Bouches-du-Rhône en dehors de Marseille. Oui, mais c'est dans les Bouches-du-Rhône que l'UMP a réalisé un de ses pires scores en France, 11,40% des voix. Mais paradoxalement, c'est aussi ici que l'Union pour la majorité présidentielle a remporté 2 sièges de plus au détriment du PS. Et c'est ça qui semble compter pour Renaud Muselier. Écoutez-le au micro de Margaït Kioc. National au deuxième tour ont gagné, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et je crois surtout que c'était le premier tour dans lequel tout s'est joué. Et on peut constater qu'il y a 2 conseils généraux très liés à Jean-Noël Guérini qui ont été battus dans le centre-ville dès le premier tour. Je crois que c'est ça l'enseignement essentiel, c'est que dès le premier tour, les rapports de force sont établis et nous avons balayé 2 soutiens très forts de Jean-Noël Guérini, ce qui est une très bonne nouvelle. Et le Front National de son côté n'a pas réussi à remporter de siège dans le bateau bleu, on l'a vu. Pourtant, le parti de Marine Le Pen était arrivé en tête au premier tour dans la région. Il était présent dans 25 des 29 cantons à renouveler dans le département. Et aucun candidat n'est parvenu à totaliser plus de 50% des voix, malgré de bons scores, voire parfois de très bons scores, qui confirment l'ancrage de l'extrême droite dans le paysage politique. Écoutez le secrétaire départemental du Front National, interrogé par Julien Desvages. Nous ne raisonnons pas en termes de cantons gagnés, mais en termes de progression au nombre de voix. Je vous rappelle que nous étions seuls face au système UMPS. Nous observons cependant une forte progression dans tous les cantons, et ceci est de très bon augure pour les rendez-vous de l'année prochaine. Et le PS reste donc majoritaire au sein du Conseil général des Bouches-du-Rhône avec 31 sièges. La présidence du bateau bleu devrait rester entre les mains de Jean-Noël Guérini, seul candidat à sa propre succession. Une perspective qui ne semble pas plaire à tous les élus du parti. Pauline Juvigny. Serait-ce le début d'une révolution au sein du Parti socialiste? Au lendemain des élections cantonales, Marie-Arlette Carlotti monte au créneau. Pour elle, la candidature de Jean-Noël Guérini à la présidence du Conseil général pose de nombreuses questions.
mais on a quand même donné 2 cantons à l'UMP, alors qu'ils sont au plus bas de leur score dans cette ville. C'est impossible de continuer comme ça. Il faut vraiment que Jean-Noël Guérini entende ce message. Voilà ce que je lui ai dit dans ce communiqué, qu'il entende, que les choses changent. Un coup qui intervient alors que Jean-Noël Guérini est le seul candidat PS à sa succession, même si dimanche soir, le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône a lancé les invitations. S'il y a des conseillers généraux socialistes, un d'entre vous, mes camarades, qui souhaitent vous présenter, mais je vous y invite. Bien au contraire, ça sera un délicieux débat. Un affront qui peut sembler tardif, le dépôt des candidatures est terminé depuis ce matin. Jean-Noël Guérini sera donc certainement réélu à son poste, malgré la candidature de Martine Vassal à droite. Je soutiens la candidature de Jean-Noël Guérini, président sortant du Conseil général, et je vais lui apporter tout mon soutien. Il a toute ma confiance. Mardi soir, il devrait donc être désigné en interne par les militants du Parti socialiste. Ce n'est que jeudi qu'il pourrait être définitivement réélu à la tête du Conseil général, si tout va bien, pour 3 ans. Et pour ceux qui cumulent plusieurs mandats, il fallait vite se replonger dans les dossiers. Ce matin, la communauté urbaine de Marseille, MPM, a voté son budget pour 2011, sensiblement le même que celui de l'an passé, avec une nouvelle qui devrait rassurer les ménages. La fiscalité n'augmentera pas. Michael Flores. En cohérence avec ce que nous avons exprimé lors du débat d'orientation budgétaire, je propose que les membres du groupe UPAC s'abstiennent sur les rapports 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8. L'appel à l'abstention de Renaud Muselier est sans conséquence sur l'approbation du budget 2011. D'un montant total d'1,5 milliard d'euros, ce budget prévoit 327,4 millions d'euros d'investissement, dont 69 millions d'euros en transport et déchets. C'est un budget qui est fade et insipide, qui gère au quotidien sans mettre en place une stratégie, une impulsion. On n'a pas de réponse sur les transports, on n'a pas de réponse sur l'économie, on n'a pas de réponse sur l'emploi, on n'a aucune réponse à rien, donc on est immobile. Avec la suppression de la taxe professionnelle, désormais les ressources fiscales de la communauté urbaine ne proviennent plus essentiellement des entreprises. Malgré ce manque à gagner, MPM a choisi de ne pas toucher aux impôts des ménages, taxes d'habitation et taxes foncières. Le budget est donc très serré. Écoutez, moi je lui ai répondu que c'était un budget à la fois transparent, puisque nous créons des budgets annexes sur l'eau, l'assainissement, sur les transports et sur le traitement des déchets, dont il y aura une plus grande lisibilité, une plus grande transparence. C'est un budget aussi avec un investissement toujours très haut, malgré un désengagement de l'État toujours plus fort. Ce matin, le Conseil communautaire s'est également prononcé sur la rénovation du stade Vélodrome. MPM s'engage à verser 20 millions d'euros en 5 ans, soit une participation de 8% par rapport au coût total du projet. Et le nuage dégagé après la catastrophe nucléaire de Fukushima était attendu la semaine dernière en France. Les analyses de l'air et de l'eau n'ont pas pour le moment révélé des taux de radioactivité inhabituels. Pour autant, les experts restent vigilants. À Avignon, on effectue des analyses tous les jours. Quentin Germain et Marine Gallego. Le nuage radioactif japonais serait passé au-dessus de nos têtes. L'Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire a détecté d'infimes particules au sommet du puits de Dôme ce week-end. Pourtant, à Avignon, la population ne semble pas s'inquiéter. J'entends parler de ça, je sais que scientifiquement je ne peux pas le décrire, je suis loin de ça, mais l'inquiétude reste minime par rapport à ce qu'on peut dire dans les médias. Située à 60 km de la centrale nucléaire du Tricastin, la ville d'Avignon est depuis longtemps équipée d'une balise atmosphérique. Depuis la catastrophe de Fukushima, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité veille au grain, à la recherche notamment de césium-137 et d'iode-131. On a un double système en fait, qui permet de suivre césium-131. Le filtre à poussière va pouvoir capter l'iode-131 qui est contenu dans les poussières de l'air. Et on a une deuxième forme en fait, de l'iode-131 qui est une forme gazeuse qui là va être piégée par le filtre à charbon actif. On n'a pour l'instant rien détecté, heureusement je dirais. Donc pour le moment il n'y a pas lieu vraiment de s'inquiéter. En lien avec les scientifiques de la CRIERAD, la mairie d'Avignon a prévu une procédure d'urgence en cas de relevé anormal. Il y a un régime d'astreinte qui est aussi imposé à notre personnel du service environnement concerné pour mettre en place un dispositif d'information et d'alerte de la population. Pour une analyse plus fine de ces résultats, la CRIERAD vient de lancer à l'échelle nationale une étude des eaux pluviales dans lesquelles les particules radioactives auraient pu s'accumuler.
Et vous avez peut-être des problèmes pour vous connecter à Internet. D'ici 5 ans, ce sera fini en principe. Et tous les Marseillais devraient pouvoir bénéficier de connexions haut voire très haut débit. En effet, ce matin, les 5 opérateurs télécoms se sont engagés en ce sens. Écoutez Thierry Berger, interrogé par Pierre-Stéphane Faure. Écoutez, la fibre optique aujourd'hui, elle va permettre, si je prends un exemple très simple, vous voyez aujourd'hui qu'il y a le développement de la télévision 3D qui est en train de monter de façon très significative sur le marché des équipements. On parle de plus de 700 000 télévisions 3D sur l'année 2011. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une télévision 3D, elle ne fonctionne pas correctement si vous n'avez pas un débit supérieur à 16 mégas. Donc, si vous prenez aujourd'hui le réseau ADSL, qui est le réseau historique du haut débit et du très haut débit, vous avez moins de 25% des prises en France ADSL qui ont plus de 16 mégas de débit. Donc c'est un passage obligé que de développer la fibre optique sur le territoire afin d'accompagner l'ensemble des nouveaux services qui vont se faire. Et je prenais tout simplement l'exemple de la télévision 3D. Une petite révolution possible grâce à la fibre optique, une sorte de fil en verre assez fragile donc, mais bien protégé à l'installation. Le fil ne casse pas et permet surtout de recevoir et d'émettre à très haut débit 100 mégabits au lieu de 20 avec l'ADSL. Explication, Lorraine Sénéchal. Une fibre de verre qui permet le passage d'un signal lumineux, c'est la nouvelle technologie de la fibre optique. Elle remplace ainsi les vieux fils de cuivre du téléphone. Au lieu d'être transformée en flux sonore puis décodée par un modem, l'information sera transmise par un signal lumineux plus rapide. Fini alors les 20 mégabits par seconde qui s'affaiblissent lorsqu'on s'éloigne de la centrale téléphonique. Bienvenue dans le monde du très haut débit avec 100 mégabits qui arrivent directement chez le particulier. C'est assurément l'avenir parce que nous sommes tous et toutes de plus en plus des consommateurs, des producteurs de contenu et qu'on va avoir besoin d'avoir de plus en plus de gros tuyaux. Pour avoir accès à cette nouvelle technologie, pas de coût supplémentaire pour le client, mais une nouvelle installation dans l'immeuble. Une fois arrivé au bas du bâtiment, le réseau est déployé à chaque étage grâce aux fibres de verre qui sont soudées pour arriver chez le particulier. Donc en fait, notre action est d'installer une prise optique qui reçoit la fibre optique. Ensuite, cette fibre est transmise à un appareil qui s'appelle un ONT, qui est un transformateur optique numérique. Et ensuite, le signal est transmis à la Livebox. Pas d'encombrement supplémentaire, donc juste un nouveau boîtier qui permet d'avoir accès à la télévision en 3D ou de regarder plus rapidement des contenus vidéo sur Internet. Et d'ici 2015, c'est près de 650 000 foyers marseillais que les opérateurs espèrent pouvoir brancher à la fibre optique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.